C'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, les décodeurs de l'écho autour de ces mesures, thérapie de choc proposées par le MEDEF avec ce petit livre jaune, 1 million d'emplois, c'est possible, 1 million d'emplois, c'est sur 5 ans. On en parlera tout à l'heure notamment avec Sophie Binet de la CGT qui vient d'arriver. On la fera rentrer aux environs de 20h ici dans le studio de BFM Business. La semaine dernière, Isabelle Golens, ces mesures, elles avaient fuité dans les échos. On avait entendu une levée de bouclier, un tollé dans le gouvernement, puis dans les syndicats. Un mois après la déclaration d'amour de Manuel Valls à Jouan-Josas, c'était il y a un mois pile carrément, donc devant l'université d'été du MEDEF. Est-ce que le gouvernement n'est pas un petit peu déçu d'avoir tenu tel propos justement face à ce type de livre, ce type d'offensive? A priori, on va dire que chacun est un petit peu dans un jeu de rôle, chacun reste sur ses positions. En tout cas, on sait que le MEDEF avait transmis tout ce document, tout ce texte, ce petit livre au gouvernement, comme il avait transmis également aux syndicats. Les syndicats étaient tout à fait au courant de ce qu'il y avait à l'intérieur. Forcément, le gouvernement ne peut pas ne pas réagir et expliquer qu'ils ne toucheront pas aux 35 heures, qu'ils ne toucheront pas au SMIC. Ça, c'est la réaction très logique. Maintenant, le gouvernement, a priori, est un petit peu agacé plus sur la forme et sur le timing, mais dans le fond, ça ne remet absolument pas en cause le discours de Manuel Valls aux entreprises. C'est vrai que le gouvernement, maintenant, a son chouchou, moins Pierre Gattaz que Jean-François Pillard, un peu monsieur négociation, monsieur... Oui, Thibault Langsade. Non, je crois pas. Ça, en tout cas, ça me paraît saugrenu, parce que d'abord, on a un MEDEF qui est extrêmement uni, qui... vous avez tout mis en scène ce matin. Pierre Gattaz, non, mais ça a toujours été le cas. Ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été le cas. C'était magnifique. Et tout le monde est dans son rôle et tout le monde porte de façon assez unie la position patronale, et en tout cas autour de ce document. Donc je ne pense pas que le Premier ministre ou le Président de la République regarde d'ailleurs cela. Moi, ce qui est important, c'est que le discours qui a été tenu lors de l'université d'été, confirmé après, moi je le dis, à La Rochelle, montre un cap et un signal. C'était probablement plus important. Ça donne un cap. Et aujourd'hui, on est dans une position de confiance. Alors après, il faut quand même que vous compreniez que le MEDEF est devenu, par la force des choses, et absolument pas par la volonté de Pierre Gattaz, un instrument un peu plus politique que par le passé. L'effondrement de l'opposition fait que le MEDEF est dans une posture beaucoup plus politique que par le passé, ce qui fait que beaucoup d'observateurs gèrent le MEDEF comme une structuration politique plus que patronale. Et parfois, ça peut nous jouer des tours. Vous êtes en train de dire que vous prenez le relais quelque part de l'UMP? Non, je voudrais... La nature a horreur du vide. La nature ayant horreur du vide. Et je le redis, le MEDEF est totalement apolitique, il est ni de gauche ni de droite, mais compte tenu du fait qu'une opposition n'a pas porté de mesures fortes sur le terrain économique, ce que nous faisons au travers de 1 million d'emplois, on en débat, certaines propositions sont chocs, que nous avons porté avant même que le pacte de responsabilité arrive. Souvenez-vous, l'année dernière, le pacte de compétitivité que Pierre Gattaz a proposé. D'ailleurs, le président de la République a embrayé quelques semaines après. Que nous avons porté la volonté des assises de la fiscalité. Nous avons occupé un espace qui fait que beaucoup d'observateurs nous considèrent comme un instrument politique. Ce qui n'est pas tout à fait le cas ce soir, par exemple, mais quand vous regardez les acteurs patronaux qui interviennent, ils sont de plus en plus devant des parlementaires socialistes, alors qu'avant, il y avait une réciprocité. Il y avait un partenaire patronal devant une structure syndicale et un parlementaire de l'opposition devant un parlementaire socialiste. Aujourd'hui, la machine patronale est devenue, par la force des choses, un peu plus politique. Voilà, avec à sa tête, celui qui a fait le petit livre, non pas rouge, le petit livre jaune, c'est Pierre Gattaz, que je présentais tout à l'heure en grand timonier. Ceux qui nous suivent à la télévision, on a fait une petite caricature avec... on a retiré la photo, la tête de Mao, on a mis celle de Gattaz, et à la place de la faucier du marteau, on a mis le logo du MEDEF. Bon, ça vaut ce que ça vaut, moi ça me fait énormément rire. Emmanuel de Chypre. Non mais ça, il faut rappeler que ça a été le cas, ça s'est déjà produit dans l'histoire. Prenez le début des années 2000, le tandem Seyer-Kessler, qui était à la tête du MEDEF, était quasiment devenu le leader de l'opposition à une époque où, là encore, le RPR était particulièrement affaibli. On a même prêté, paraît-il, quelques heures à Ernest Antoine Seyer l'intention de se présenter à l'élection présidentielle. Bon.
Je ne sais pas si... C'est le passé. C'est vrai, Voilà, mais juste ouais. la semaine dernière, on voit bien que... moi, je suis pas sûr que ça ait gêné le gouvernement tant que ça, que les propositions sortent le lundi. Ça a permis à Manuel Valls, devant ses parlementaires, Cap à gauche. et y compris les récalcitrants le mardi, de faire quelques petits rappels opportuns. Donc franchement, pour le gouvernement, c'est pas si compliqué que ça. Alors les mesures, hein, on va revenir. Alors on reparlera des jours fériés tout à l'heure parce que je pense pas que ça soit l'essentiel, même si c'est l'affiche, hein, même si c'est voilà, ça fait réagir nécessairement. Les Français sont tellement attachés à leurs jours fériés, leur pont, leur Pentecôte, leur Ascension et tout le totim, bien sûr. Bon, c'est pas à mon avis l'essentiel. Reparlons quand même des 35 heures et du SMIC. Vous nous disiez Thibault Langsade, certaines mesures sont choc. Alors à propos des 35 heures, que dit Pierre Gattaz? Le MEDEF appelle à revoir le principe d'une durée légale imposée à toutes les entreprises, qu'on disait tout à l'heure avec Isabelle Gollans, à prendre en compte la diversité des situations, des secteurs d'activité et permettre la fixation négociée d'une durée du travail au niveau de l'entreprise, la loi ne s'appliquant alors qu'aux entreprises ne pouvant pas ou ne souhaitant pas négocier. Alors y a-t-il ou pas une remise des 35 heures, voire du SMIC? Voilà ce que disait ce matin le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Nous ne remettons pas en cause le SMIC, il faut être très clair, dans notre document définitif, nous ne remettons pas en cause les 35 heures, et c'est clair aussi. Par contre, ce que nous disons, c'est qu'il faut trouver, en ce qui concerne les populations très loin de l'emploi, celles qui n'ont pas travaillé depuis 1 an, 2 ans, voire plus, il faut trouver des systèmes pour les réintégrer dans l'entreprise. Nous proposons en effet un dispositif, dont j'ai déjà parlé au mois de mai dernier, qui est une rémunération plus faible que le SMIC, mais complétée par, en effet, une aide temporaire de l'État qui permette à cette population très éloignée de revenir dans l'entreprise d'une part, avec un emploi, et deuxièmement de les former. Voilà, donc oui, en effet, concernant les contrats de travail, à propos des chômeurs de longue durée, sujet souvent évoqué par Pierre Gattaz, le MEDEF prône l'introduction de contrats aidés pour permettre aux entreprises de recruter à un coût inférieur au SMIC, plus les charges patronales. Alors oui, clairement, qui répond à cette question? Y a-t-il, oui ou non, une remise en cause des 35 heures et du SMIC au travers de ces propositions? Allez, Stéphanie Lecoq de l'Institut supérieur du travail. Les 35 heures, ça date quand même de 98 et de 2000. Faut pas oublier que à cette époque, les 35 heures ont permis quand même d'apporter 2 choses. L'annualisation du temps de travail, c'est-à-dire qu'on peut s'organiser sur l'année vis-à-vis du travail et des salariés. Donc, première notion de flexibilité. Et une flexibilité légèrement accrue. On veut aujourd'hui... Nicolas Sarkozy l'a fait en son temps en venant dire bon bah voilà, on va défiscaliser, donc c'est le fameux travailler plus pour gagner plus, on fiscalise, donc les salariés, tout le monde s'en sort quelque peu avec des cadeaux faits aux entreprises, des cadeaux faits aux salariés en matière de défiscalisation. Hop, François Hollande arrive et comme d'habitude en général quand ça change de toute façon de couleur politique, on arrête la défiscalisation et les salariés, finalement, ne sont pas du tout ravis de cette mesure qui est pourtant une mesure de gauche. Aujourd'hui, on fait quoi? On repasse à 39, on supprime les 35, on adapte. Est-ce que ça vaut encore le coup de parler de cette réforme des 35 heures qui est établie? Les entreprises sont habituées, ont un modèle qui est clair en termes d'organisation du travail au niveau des 35 heures. À quoi ça sert si ce n'est à agiter le chiffon rouge? Alors, Thibault Langsade, vous agitez le chiffon rouge, apparemment, elle s'est tournée vers vous. Alors d'abord, le premier point, c'est qu'il faut voir les dégâts qu'ont fait les 35 heures. Le premier point, c'est la nuisance sur la valeur travail. Bon, ça, c'est inscrit dans notre société, c'est effectivement extrêmement nocif. Le second point, c'est qu'il faut être extrêmement lucide. Les 35 heures, qui part du principe qu'il faut partager le travail, on a partagé le travail des plus pauvres. C'est ça qu'elle compte, c'est qu'on a partagé le travail des plus pauvres. Ceux qui sont annualisés, ce sont les populations les plus précaires. Ceux qui ont tiré profit des 35 heures, ce sont les populations cadres qui ont vu des comptes épargne-temps gonfler au terme des années. Le second point, c'est que ça a coûté extrêmement cher à l'État. Et dès qu'on a mis en place les 35 heures, qu'est-ce qu'on a fait? Aubrien, 2, 3. Fillon, 1, 2, 3. Donc on a détricoté depuis la mise en place des 35 heures pour essayer de résorber l'effet nocif de cette mesure. Donc, oui, vous avez raison. C'est ce que vous voulez faire. Donc, oui, vous avez raison d'une certaine façon où les entreprises se sont adaptées. Et certaines industries, d'ailleurs, n'étaient pas aux 39 heures, elles étaient en 37 heures. Remise en cause ou pas? Donc, ce qu'il faut maintenant, mais c'est là où il ne faut pas tomber dans la démagogie.
C'est qu'on remet pas. Non mais c'est là où je dis que la sémantique est importante, c'est que dire on va remettre en cause les 35 heures, parce que compte tenu de la situation économique, il faut que les gens travaillent 39 payés 35, parce que ça reviendrait à ça. On ne peut pas dire ça. En revanche, aujourd'hui, définir que le temps de travail est de 35 heures pour tout le monde, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et compte tenu de la difficulté des entreprises, compte tenu de la spécificité des entreprises, c'est aux entreprises de définir le temps de travail, avec des branches qui sont des garde-fous, mais également aux entreprises de définir le mode de rémunération lié au temps de travail. Vous en débattrez tout à l'heure avec Sophie Binet de la CGT, Emmanuel Le Chypre. D'abord, aujourd'hui, il n'y a même plus un tiers des salariés qui sont... Je vais dire qui est encore aux 35 heures. Par les 35 heures. Alors effectivement, il y a quelques branches industrielles dans lesquelles le fait que les travailleurs français travaillent 200 heures de moins que les autres, ça pose effectivement problème. Mais là, encore une fois, sur la méthode et la façon dont on avance ou pas les sujets, je crois que vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on avance un sujet, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte par rapport à ce que ça risque de coûter si avancer sur ce sujet empêche d'avancer ça manque sur d'autres choses. Ça manque dans le livre. Non, je sais pas. Après, la question, c'est toujours, je pose toujours les fameuses questions de méthode sur lesquelles j'ai tant d'interrogations. C'est-à-dire, effectivement, quel est l'enjeu derrière cette question des 35 heures? C'est fondamentalement le fait de dire que oui, les Français ne travaillent pas assez, mais si les Français ne travaillent pas assez, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez tout au long de leur vie, que notamment on a un gros problème au début et à la fin de carrière. Et donc, est-ce que les 35 heures résoudraient ce vrai problème qui est que fondamentalement les Français ne travaillent pas assez? Je ne suis pas sûr que la bataille en vaille la chandelle. Alors, parmi les mesures, je ne vais pas donner tout le détail évidemment donc, de ce petit livre jaune, retraite, recul de l'âge légal de départ à la retraite pour tenir compte de l'allègement de l'allongement de l'espérance de vie. Sur la fiscalité des entreprises, on a entendu ce matin Geoffroy Roux de Bézieux, toujours très très clair dans ses démonstrations, vous savez, il s'occupe du pôle fiscalité donc au MEDEF, il propose de plafonner l'ensemble des impôts payés par les entreprises nationaux ou locaux. Ces impôts ont stoppé la hausse pernicieuse des fiscalités parallèles. Je cite Roux de Bézieux qui était ce matin à la conférence de presse que vous avez suivie, Isabelle Golens. Les seuils sociaux, on passe de, voilà, ce que dit le MEDEF, ce qu'on rappelle, passer de 49 à 50 salariés, génère 35 obligations supplémentaires. Et puis alors les fameux jours fériés. Alors ça, je pense que c'est ce que tout le monde a retenu, hélas, à mon avis, mais bon. Voilà, supprimer 2 jours fériés sur 11 pour créer 100 000 emplois dans le cadre de ce plan qui prévoit la création d'1 million d'emplois. Alors lesquels? On verra ça dans un instant, combien ça pourrait rapporter. Tiens, à l'étranger, on s'est posé la question justement, est-ce qu'on doit supprimer en cas de crise, en cas de contexte économique un petit peu défaillant, certains jours fériés? Allez, revue des effectifs, tour d'horizon avec Mathieu Nardone. En Grande-Bretagne, tout comme en Irlande, la fête du travail ne se tient pas forcément le 1er mai, mais elle peut être décalée au premier lundi du mois de mai. Serait-ce pour des raisons économiques? En tout cas, l'exemple du Portugal est intéressant. Le gouvernement a décidé en 2012 de supprimer 4 jours fériés pendant 5 ans, parmi eux la fête Dieu, deuxième jeudi après la Pentecôte, dont la célébration est déplacée au dimanche suivant. En Espagne, il y a un débat pour savoir si ces journées qui tombent en milieu de semaine ne devraient pas être déplacées au vendredi ou lundi suivant, pour éviter le fameux phénomène de pont. En Allemagne, la réduction de leur nombre ne semble pas être à l'ordre du jour. En fait, en matière de jours fériés, il existe autant de cadres légaux différents que de pays. Aux États-Unis, par exemple, ils sont partie intégrante des avantages que l'entreprise propose. Autrement dit, ils dépendent du contrat de travail et tous les salariés n'en bénéficient pas forcément. Au contraire, dans certains pays, ils sont presque systématiquement garantis. C'est le cas notamment du Japon. Voilà, explication de Mathieu Nardone. Que dit le livre jaune? Supprimer 2 jours fériés par an permettrait d'allonger la durée annuelle travaillée de 1,2 jours, ce qui représente environ 0,9% du PIB. Voilà. Voilà ce que dit le MEDEF. Alors, qu'est-ce qu'on en fait exactement, Isabelle Golens, de ces jours fériés? On touche quel jour férié? Et comment est-ce qu'on fait? Cette règle modulable dont nous parlait Mathieu Nardone, c'est quelque chose qui peut être envisagé chez nous en France? En tout cas, le MEDEF a apporté une nuance ce matin dans le livre jaune. Il parle effectivement de suppression à terme de 2 jours fériés, mais parle plutôt d'optimisation des jours fériés et propose par exemple de décaler certains jours fériés pour les accoler au week-end pour éviter ces fameux grands ponts qu'on a en France. Donc ça existe effectivement. Genre un jour férié qui tombe le jeudi, on ne travaille pas le vendredi et hop, samedi, dimanche, etc. Exactement. Voilà. Donc ça existe dans d'autres pays. En Grande-Bretagne, par exemple, il y a certains jours fériés comme la fête du travail, c'est le premier lundi de mai. Ah, c'est plus le 1er mai, d'accord. Exactement. Okay. Mais difficile de savoir pour quelles raisons ça a été établi comme ça. Est-ce que c'est pour des raisons économiques ou pas? Ça, on ne sait pas. Thibault Langsade, on supprime 2 jours fériés ou on optimise les jours fériés? Parce que là,
j'ai l'impression qu'il y a une pression populaire. On tient en France à nos jours fériés. Il ne faut pas vous mettre en porte-à-faux avec l'opinion française. Non, mais il faut le regarder. Vous allez passer pour des esclavagistes. Ah, mais il faut le mettre en perspective. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas s'arrêter d'abord qu'à cette mesure-là, mais il faut le mettre en perspective. Je rappelle quand même que nous avons 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. On est dans une situation économique sans précédent. 64 000 destructions de PME par an, et on va probablement battre le record de 2009. Donc aujourd'hui, et je peux égrener malheureusement tous les indicateurs négatifs qui plombent notre économie. Donc il y a une situation qui est sans précédent, c'est qu'à un moment, on ne peut pas mettre des sujets sur la table. Alors, les économistes, les spécialistes vont nous dire mais non, c'est pas un point de croissance, c'est probablement pas un point de PIB, c'est probablement 0,2. Combien, Emmanuel? C'est pas 1%? L'INSEE dit plutôt 0,2 pour bon, et quand bien même, quand bien même il y aurait 0,2 points de PIB, prenons-les. Ah oui. Sur 2 jours travaillés. On est le pays. Mais vous voulez... Attends. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on est le pays qui ont le plus de jours fériés. Je vais être extrêmement pragmatique. Regardez le mois de mai, c'est un folklore pour les entreprises étrangères quand elles essayent de travailler avec la France au mois de mai. Sans Mais compter les téléspectateurs des décodeurs de l'écho ne sont pas lésés. On travaille tous les jours ce que je veux dire, c'est que n'est-ce pas, Manu? ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut être pragmatique. Alors, supprimons-le, je ne pense pas que d'abord ce soit au MEDEF de porter, de déterminer les jours qui doivent être discutés. Ça, c'est un débat civil, ça ne nous occupe pas. En revanche, de dire que l'impact serait positif pour les entreprises. Ça a été testé de façon compliquée avec le lundi de Pentecôte. C'est ni plus ni moins de pousser cet exercice-là. Mais on en revient toujours à la même chose. La durée du temps de travail, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour le travail dans l'entreprise, au travers notamment de ces jours fériés. Emmanuel Le Chypre, alors, il y a un gain estimable ou pas? Si on est pragmatique, il faut regarder ce qui s'est passé quand on a fait l'inverse. C'est-à-dire quand on est passé aux 35 heures. Et qu'est-ce qu'on a vu dans beaucoup d'entreprises, et notamment dans les grandes et dans les grosses PME, c'est que il y avait eu des gains de productivité qui avaient été faits. C'est-à-dire que pour les salariés qui finalement pouvaient bénéficier de quelques heures de travail en moins par semaine, ils faisaient le même travail en un peu moins de temps. Et donc il y a eu des gains de productivité et les entreprises s'en sont bien sorties puisque du coup elles ont quand même gelé les salaires. Et là, qu'est-ce qui va se passer les 2 jours de plus? Vous croyez que les salariés qui travaillent, et notamment dans les services qui représentent, je le rappelle, 70% de l'économie, vous croyez qu'ils vont faire du travail en plus? Non, ils feront le même travail mais en 2 jours de plus. Et donc à la limite, en termes de productivité, ce sera pas terrible. Hein, franchement. 2 jours sur les 225 jours travaillés, c'est 6 secondes de plus par heure travaillée. Et c'est bien pour ça que finalement ils mettront 6 secondes de plus pour faire le même travail mais qui feront rien de plus. Donc à la limite on aura la même quantité de travail faite en 2 jours de plus. Je considère qu'en termes de productivité et d'efficacité, c'est pas un bon signal. Allez, restez avec nous, on va continuer ce qui n'est pas le cas dans l'industrie. Faut pas se dire que tout va se passer comme ça. Ce livre jaune du MEDEF, 1 million d'emplois, c'est possible, 1 million d'emplois sur 5 ans. Est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien? On va continuer d'en parler. Dans un instant, il y aura Sophie Binet de la CGT qui sera avec nous. On entendra Guy Mamou-Mani, président du Syntec Numérique, parce qu'on viendra avec lui sur les chiffres du chômage. Voilà, petite baisse au mois d'août, et ce secteur du numérique embauche énormément, il nous le dira dans un instant. On va vous retrouver dans un instant. Merci Isabelle Golens, bonne soirée, à bientôt. Et puis retour évidemment dans les journaux de Stéphane Soumier dès demain matin. Tiens Stéphane, il aura demain matin 7h45 Pierre Gattaz sur BFM Business dans Good Morning Business. Demain matin, donc jeudi. Merci beaucoup Isabelle, et on va laisser la place à Sophie Binet.